attaquer la table ronde de clôture de cette journée. Merci à tous d'être là. Et je vais demander, donc on a trois intervenants brillants. On a le plus américain des paysans français, le plus français des chercheurs californiens, et Dan Kittredge, exceptionnel. On remercie la présence qui fait le tour du monde de la densité nutritionnelle, qui était hier à Abu Dhabi, je ne sais pas où il sera demain, et qui va vous expliquer son projet. Et on est très content d'être avec des gens qui ont un peu les mêmes visions que nous de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est très sympa. On va commencer par leur demander de se présenter s'ils veulent bien, et je vais commencer par Lucas, si tu veux te présenter, et peut-être passer les quelques diapos de présentation. Mais dis qui tu es. Ok. Grand joueur de tennis. Ah oui. Bon, bonjour à tous. Merci Nathalie et Pierre pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Je m'appelle Lucas Kruzinski. Donc je suis français à la base. Mais donc j'ai fait toutes mes études aux États-Unis après le bac. Et actuellement, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'État Polytechnique de Californie. Et mes travaux portent sur donc la densité nutritionnelle de la viande, surtout les acides gras, les phytonutriments, les antioxydants. Donc, en pensant à la santé humaine, la santé animale, mais aussi en pensant à la fraude alimentaire. J'aurai quelques diapos en parlant du grass-fed et grass-finished. Et sinon, c'est tout. Tu peux peut-être présenter tes diapos en même temps ou présenter tes travaux. Lucas a travaillé aux États-Unis, ils appellent ça le grass-fed, le nourri à l'herbe. Et les États-Unis, qui sont un pays où on consomme le plus de viande bovine au monde, après l'Argentine, et cette tendance du grass-fed est très développée. Et la curiosité de Lucas l'a poussé à voir si les animaux nourris à l'herbe étaient vraiment nourris à l'herbe. Si on retrouvait ça, on pourrait faire la même chose chez nous avec les poules plein air, je pense, qui mangent beaucoup d'herbe sur les packaging d'œufs, mais après, je ne sais pas. Non, c'est exactement ça. Donc, je vais présenter quelques diapos. J'ai que 5 diapos, mais surtout en parlant de quelques marqueurs biologiques qui sont liés à la densité nutritionnelle, mais aussi à la santé animale. Et comment on peut utiliser tous ces composants pour combattre la fraude alimentaire. Ok. Donc, le problème que j'essaye de résoudre est ici. Donc, en 2019, il y a eu une étude qui a été faite donc sur entre 650 et 700 échantillons de viande, donc de viande bovine, et qui étaient sur le papier toutes grass-fed et grass-finished. Donc, les animaux sont censés être en plein air et en pâture et que manger de l'herbe. Donc, sur ces 650 ou 700 échantillons, sur le premier graphe que vous voyez à votre gauche, donc là, je représente le ratio oméga 6 à oméga 3. Et donc, si vous voyez sur le premier axe, c'est tous les producteurs. Donc, il y en a 12 sur ce graphe. Et pour le producteur 1, par exemple, le ratio était de à peu près 2 à 1, donc ce qui est attendu pour ce type de produit. Mais pour le producteur 4, c'était presque à 25 à 1. Donc, c'est encore plus que ce qu'on voit dans les feedlots ou dans les animaux qui sont nourris au grain. Donc, c'est comme ça que toutes ces études ont commencé. On essayait de comprendre pourquoi on voit ces grosses différences entre les producteurs qui sont tous censés être grass-fed et grass-finished sur le papier. Donc, aux États-Unis, on n'a pas, comme Bleu Blanquer le fait si bien, un label qui se focalise sur les résultats. On a un label qui fait des audits en ferme. Donc, on doit faire confiance aux producteurs. Et comme vous voyez sur ce graphe, les producteurs, parfois, ne font pas exactement ce qu'ils sont censés faire, surtout s'ils ont un label sur leurs produits. Donc, c'est comme ça que ces études ont commencé. Et à votre droite, sur cette illustration, on a représenté tout ce qui pouvait peut-être changer la densité nutritionnelle dans le bœuf, surtout si c'est grass-fed et grass-finished. Donc, la diversité des pâtures, le nombre d'espèces de plantes qu'on a dans nos pâtures, ça c'est très important. S'ils incluent ou pas des fourrages conservés, ou parfois ça dépend où ils sont aux États-Unis ou dans le monde. Ils n'ont peut-être pas accès à l'herbe toute l'année, donc les fourrages conservés. Les saisons aussi, donc si on est en hiver ou en été, ça sera un peu différent aussi. S'ils utilisent quelques suppléments, donc si c'est du soja ou quelque chose d'autre. Et on a aussi rajouté les acides gras et les phytonutriments. Donc c'est vraiment sur ces composants-là que je vais parler un peu plus aujourd'hui.
Donc ici, c'est quelques résultats de la première étude que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc sur le graphe à votre gauche, je représente les oméga 3 à longue chaîne. Donc c'est EPA, DPA, DHA. Et c'est comparé, donc on a 4 différents groupes. Le premier groupe était un groupe qui était à l'herbe et qui avait un supplément de foin. Le deuxième groupe qui était en pâture et qui était supplémenté en ensilage. Le troisième groupe était aussi en pâture, mais ils avaient du soja en supplément. Et le dernier groupe, qui est la barre orange sur ce graphe, était un groupe qui était dans un enclos, donc pas en plein air, et qui avait du soja et des ensillages. Donc sur ce graphe, on représente les oméga 3 à longue chaîne, comparé à un standard de l'Union européenne. Donc la barre bleue que vous voyez sur ce graphe, c'est le standard de l'Union européenne pour considérer un aliment une source d'oméga 3. Et si on additionne l'EPA, DPA et DHA, on voit que les animaux qui étaient dans le groupe, qui étaient donc en pâture, mais aussi supplémentés avec du foin, sont venus très très proches d'être considérés une source d'oméga 3 par l'Union européenne. Donc, basé sur ce graphe, on peut voir que le bœuf nourri à l'herbe et terminé à l'herbe pourrait éventuellement devenir une source d'oméga 3. Sur l'autre graphe à votre droite, donc ici, je représente les 15 composants les plus importants pour partager et séparer le bœuf venu des 4 différents groupes qu'on a testés. Donc, si vous regardez les carrés qu'il y a sur le côté de l'illustration, le rouge indique des valeurs plus élevées et le bleu des valeurs moins élevées. Donc, la vitamine E était le composant le plus important pour partager le bœuf venant de ces 4 groupes, avec le bœuf qui était en pâture et supplémenté en foin, qui avait plus de vitamine E que les autres groupes. Le ratio oméga 6 à oméga 3, c'était le deuxième composant le plus important pour séparer le bœuf des 4 groupes. T-bars, donc ça c'est l'oxydation lipidique, qui était aussi réduite quand les bœufs étaient en pâture et supplémentés en foin. Et après, on a les oméga 3. Donc les oméga 3 à longue chaîne, on a l'EPA et le DPA. Donc ces composants-là étaient les plus importants pour départager les groupes qu'on avait. Dans ce cas, on en avait 4 différents groupes. Next slide. Donc là, c'est quelques résultats de la deuxième étude que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on avait 3 différents groupes. On avait un peu moins d'animaux, on n'avait que 54 têtes. Et les 3 groupes, on avait un groupe qui était en pâture, donc ils étaient juste en pâture en plein air et mangeaient de l'herbe. Et ils étaient tournés tous les 2 jours, donc ils avaient accès à une nouvelle parcelle tous les 2 jours. Le deuxième groupe était un groupe qui était en enclos, donc qui n'est pas en plein air et avec une ration de maïs et de soja. Et le troisième groupe était aussi en enclos, avec une ration de maïs et soja, mais aussi supplémenté avec des extraits de pépins de raisin. Donc c'est un produit qui vient de l'industrie viticole. Donc on a aussi inclus ça pour voir si on pouvait avoir quelques phénols qui sont dans le raisin qu'on retrouve dans la viande. Donc dans ce tableau-là, je représente quelques métabolites secondaires et quelques phénols aussi. Et si vous regardez les encadrés rouges, tous ces composants-là étaient plus élevés dans le bœuf qui était élevé à l'herbe. Donc, qui était élevé à l'herbe et tourné à de nouvelles parcelles tous les 2 jours, comparé aux 2 autres groupes qui étaient en enclos et qui avaient une ration de maïs et soja. Donc, stachyndrine, c'est un composant qu'on retrouve beaucoup dans le thé vert. Donc, ça, c'était un peu plus élevé dans ce groupe-là. Ensuite, le deuxième encadré rouge, c'est tous les métabolites qui viennent du cycle de Krebs. Donc, ces composants-là étaient aussi plus élevés dans le bœuf qui était terminé et nourri à l'herbe comparé aux 2 autres groupes. Parce que ces animaux étaient en pâture, donc ils bougeaient beaucoup plus. C'est comme ça qu'on a essayé de comprendre et d'expliquer pourquoi ces composants-là étaient plus élevés dans ce groupe comparé aux 2 autres. Et le dernier encadré, l'encadré vert, ça c'est une des métabolites qu'on retrouve beaucoup dans le maïs. Et c'est pour ça qu'on a vu que dans les groupes qui étaient en enclos et surtout avec une ration de maïs et soja, avaient des niveaux plus élevés de cette métabolite-là comparé au bœuf qui était en pâture. Ensuite, avec le même groupe, donc dans la même étude, on a aussi fait une analyse d'expression génique. Donc, on avait les acides gras, les phytonutriments, mais aussi quelques gènes d'intérêt qu'on a analysés ici. Donc, il y en avait 4 en tout. Et si vous regardez ces graphes-là, on voit que dans le bœuf qui était nourri à l'herbe, donc nourri et terminé à l'herbe, donc la barre verte, ces gènes-là étaient plus élevés. Donc, l'expression de ces gènes-là était plus élevée comparée aux 2 autres groupes.
Et ça, c'était pour les 4 gènes qu'on a testés. Donc, ces gènes sont reliés à la biosynthèse d'acides gras, de phénol. Ils sont aussi reliés à l'exercice physique. Donc, si les animaux bougent un peu plus, c'est comme ça qu'on a essayé d'expliquer pourquoi certains de ces gènes étaient un peu plus élevés aussi. Mais dans les 4 gènes qu'on a testés, on voit que ce bœuf qui était terminé à l'herbe et qui était nourri et terminé à l'herbe avait des expressions plus élevées comparées aux 2 autres groupes. Donc, on avait les acides gras, les phytonutriments et maintenant quelques gènes d'intérêt qu'on a aussi analysés. Et enfin, ici, on a fait une analyse de discrimination. Donc, on avait beaucoup de données. On avait plus de 200 composants qu'on a analysés par la métabolomique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de prendre ces données et de les montrer pour que ce soit un peu plus facile à visualiser entre les différences entre les différents groupes. Donc, dans le graphe A, ici, on voit 3 bulles, donc de différentes couleurs, qui représentent les 3 différents groupes qu'on a testés. Donc, la bulle verte était le bœuf qui était nourri à l'herbe et terminé à l'herbe. Et les 2 autres sont les 2 autres groupes. Donc, ils sont un peu superposés parce qu'ils avaient la même ration de maïs et soja. C'est juste qu'un groupe avait une supplémentation en pépins de raisin. Sur le deuxième graphe, dans le graphe B, c'était le même concept que j'ai montré pour la première étude. Le ratio oméga 6 oméga 3, de nouveau, était un des facteurs les plus importants pour séparer le bœuf de différents groupes. Ensuite, on a les oméga 3. On a de nouveau la vitamine E. Et on a quelques métabolites secondaires qui sont aussi dans les plus importants pour séparer le bœuf venant de différentes méthodes de production. Et enfin, le tableau C, ici, on a utilisé un algorithme des forêts aléatoires. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir, on avait presque 200 composants qu'on a analysés, si on peut utiliser ça pour prédire le groupe dont l'animal venait. Donc, pour le premier groupe, qui était le bœuf nourri et terminé à l'herbe, on voit qu'on a réussi à prédire ça à 100%. Donc, tous les animaux, le 17, c'est les 17 animaux qui étaient dans ce groupe, ont été prédits à 100% dans ce groupe. Donc, ça marchait très bien pour les animaux qui étaient nourris et terminés à l'herbe. Pour le deuxième groupe, c'était un peu plus difficile. On était à 76,5%. Et le troisième groupe, 94,4%. Et le tout, pour la prédiction, était à 90,4%. Donc, avec les acides gras, les phytonutriments et les gènes qu'on a analysés, on a réussi à prédire le groupe de ces animaux avec une prédiction de 90,4%. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. Ah ouais, cette journée est très riche, hein. Ce matin, Ludo nous a montré que les tomates étaient meilleures quand il y avait du soleil. Et là, on vient de montrer que les bovins, c'est mieux quand on les nourrit à l'herbe. Mais au-delà de la blague, de pouvoir le mesurer, parce que c'est quand même parti de gens qui prétendaient nourrir à l'herbe et tu ne retrouvais pas ce que l'herbe devait amener. Donc, c'est important d'avoir une obligation de résultat, même si des fois, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. C'est vraiment pas le cas, parce que nos filières ont besoin de ça. Frédéric, à toi. Merci. Si on veut bien afficher mes quelques diapositives. Donc, Frédéric Thomas, j'ai trois casquettes principales. La première et celle que je représente aujourd'hui, c'est d'être agriculteur en agriculture de conservation depuis une trentaine d'années. J'ai aussi créé, et on a démarré presque en même temps, la revue TCS. Elle a 23 ou 24 ans aujourd'hui, donc qui était au départ technique de conservation des sols. On a essayé de faire ça pour limiter la dépense énergétique dans le travail du sol. Et puis, habilement, on a réussi à transformer ça en technique de conservation des sols. Donc, on n'a pas changé la direction, on a simplement aménagé un petit peu le titre, qui est devenu agriculture de conservation, qui est devenu aussi, vous avez entendu aujourd'hui, agriculture régénérative. En fait, tout ça se mélange bien. Et puis la troisième activité, c'est une activité, je dirais, plutôt de conseil, de formation auprès de groupes d'agriculteurs. Donc je sillonne une bonne partie du territoire et puis un peu plus large auprès d'agriculteurs. Ça, c'est mon univers. Il y en a qui font de la mécanique, il y en a qui font du bois. Moi, je fais de la formation. Voilà. J'ai décidé de commencer par une de mes parcelles. Ça, c'est un couvert végétal qui a 2 mois, qui a été semé derrière de l'orge, et on va passer, et ce sera avant un maïs. En fait,
Voilà un peu à quoi ça peut ressembler quand on travaille. On encourage la vie, on essaye de nourrir la vie du sol. Et le meilleur moyen, c'est d'augmenter la quantité de photosynthèse qu'on peut faire et d'augmenter la diversité de cette photosynthèse. Donc on a commencé par des couverts assez simples, et puis après on enrichit avec du tournesol, avec du radis, et on a été jusqu'à chercher du lin, comme je disais l'autre jour, et Bleu Blanqueur n'est pas innocent dans la réflexion, parce que je me suis dit, il va falloir qu'on donne un peu d'oméga 3 à nos vers de terre, il faut qu'ils soient en bonne santé si on veut qu'ils travaillent bien. Non mais on nourrit, c'est mes ouvriers, hein, donc il faut que je les traite correctement. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'était le semis d'orge. Et puis là, vous avez l'orge au mois de novembre et puis vous avez l'orge au mois de février. Donc tout ça va être consommé par l'activité biologique qui va pouvoir performer. Diapo suivante. Ça, c'est un exemple de semis de maïs l'année dernière, en 2024, qui est une année très compliquée. En fait, là, le premier couvert, il a été mangé par les moutons, parce qu'on va les voir tout à l'heure. Et puis, on a eu des repousses de radis, et on a semé le maïs dans les repousses de radis au printemps. Et puis, vous voyez le maïs à la récolte, et les radis ont repoussé et m'ont refait le couvert avant de remettre un maïs, parce que c'était tellement mouillé que je n'ai pas pu semer un couvert. Voilà un peu comment on arrive à travailler. Alors, je ne suis pas un ayatollah du non-travail du sol non plus, hein. On ne veut pas être dogmatique. Si j'ai une nécessité de travailler pour des raisons ou une autre, je vais m'autoriser à travailler, hein. Diapo suivante. Tout ça nous a amené à remettre les animaux dans notre système pour différentes raisons. La première raison, c'est que on arrivait à produire de la biomasse en été de manière assez conséquente. Nos couverts végétaux font en moyenne 5 à 8 tonnes de matière sèche, alors que dans ma région, en Sologne, les prairies sont grillées en été. Donc on avait de la bouffe pour les animaux, alors que nos voisins étaient déjà, à partir du 15 juillet, en train d'apporter des roundballs, le l'ensilage, de nourrir leurs animaux avec du stock qui coûte cher. Et puis après, on avait été en contact avec des collègues américains qui nous avaient dit qu'à partir du moment où on mettait dans nos systèmes des animaux, on allait augmenter encore la qualité de l'activité biologique des sols. Donc ça faisait sens au niveau économique et au niveau aspect sanitaire des sols. Aux États-Unis, c'est entre autres Mr. Gabe Brown, North Dakota. Et donc là, on a commencé avec des animaux. Alors, l'idée, c'était d'adapter les manières qu'on avait d'approcher l'agriculture de conservation avec les animaux, c'est-à-dire sans bâtiment, sans stock, et les animaux tout le temps dehors, et de s'organiser pour pouvoir produire en permanence du fourrage pâturable, et en déplaçant les animaux, on appelle ça du pâturage tournant dynamique, du mob grazing, pour avoir un retour de fertilité qui soit le plus optimal pour le sol. Et en fait, l'idée avec les couverts végétaux, c'était de leur offrir un salade bar. Et là, quand on parle nourrir à l'herbe, je m'excuse, c'est pas de l'herbe, hein. C'est tout un ensemble de végétaux. Et ça marche globalement très bien. On était surpris quand on les a mis dedans parce que je me rappelle le premier troupeau de moutons, il y a un voisin qui est venu nous voir, il m'a dit mais vous n'allez pas faire manger ça à des moutons? Mais je dis, je sais pas, on va voir. On les a lâchés dans le champ. Le premier truc qu'ils ont mangé, c'est du tournesol. Ils n'avaient jamais vu de tournesol. Mais c'est incroyable comme les animaux savent gérer presque ce qu'ils ont besoin. Diapo suivante. Et tout ça nous ramène au sol. Et en fait, si on veut quelque chose de performant, il faut des sols performants. Et si on veut des sols performants, il faut le nourrir, il faut les nourrir correctement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire un maximum de photosynthèse avec un retour de photosynthèse. Et là, l'animal participe à qualifier le retour de la photosynthèse au niveau des sols. Et on peut faire plus facilement du semi-direct quand les sols sont performants. Diapo suivante. Et en fait, on est en train de quitter une forme d'agriculture, je m'excuse. L'agriculture conventionnelle, c'est une agriculture qui était rivée sur la minéralisation. Soit on brûle les résidus, soit on travaille le sol, soit on met de l'engrais, soit on laisse des sols nus. Et tout ça, c'est vers de la minéralisation. Parce qu'en fait, l'agriculture conventionnelle est millénaire. Et en fait, on n'avait pas d'engrais. Et comme on n'avait pas d'engrais, on a cherché la fertilité et on a développé tous les moyens d'aller chercher cette fertilité-là.
Et en fait, l'agriculture millénaire a détruit des sols, les Grecs, les Romains et toutes les grandes civilisations. Alors qu'aujourd'hui, grâce à cette approche régénérative, eh bien, ma foi, on peut faire beaucoup mieux. On passe par du carbone, on passe par des couverts, on passe par la photosynthèse, de l'activité biologique, de la diversité, des composts. Et en fait, souvent, on a même un problème inverse. C'est que comme on est en train de stocker de la matière organique, il peut nous manquer un peu de disponibilité en fertilité pour faire pousser nos plantes. Diapo suivante. C'est pour ça que je regarde la fertilité des sols de manière un peu surprenante. C'est qu'en fait, vous avez 3 piliers. Il faut les sels minéraux. Ça a été évoqué ce matin par Alain. Il était par ici, mais je ne sais pas où il est parti. Hein. Et donc, il nous faut les éléments minéraux. Ensuite, eh bien, il faut la vie du sol. Ça a été évoqué aussi ce matin. Mais où on est très fort en tant qu'agriculteur, c'est sur gérer l'environnement. Créer un environnement favorable pour que la vie s'épanouisse. Et si la vie s'épanouit dans les sols, qu'on a la minéralité, et il faut l'avoir parce que celle-là, elle est immuable, eh bien, la vie du sol pourra être la bonne courroie de transmission pour transférer ça. Ce qui a été dit, et ça va être la dernière diapositive, je pense. Ça, c'est l'avant-dernière. Je fais un petit peu comme toi, Pierre. Hein. Non, mais c'est... Et tout ça, il faut voir qu'on est dans une dynamique d'évolution. On n'est pas en train de vendre quelque chose d'abouti. On a déjà un socle qui est très solide, mais on est en train d'avancer. Ça, c'est un collègue américain qui fait du stock cropping dans les bandes de maïs en travaillant les densités et les variétés qu'il met. Il produit 120% de la surface. C'est-à-dire qu'on utilise mieux la lumière et entre les bandes, il produit des animaux avec un enchaînement de moutons qui suit des cochons, qui est suivi par des cochons, qui suit par des poules. On parle ça de stock cropping. Donc on a un enchaînement qui fonctionne. Diapo suivant. Il y aura un impact sur le climat. Alors, température du sol, dès que vous le couvrez, vous baissez de 20 degrés. Vous couvrez avec du verre. Vous baissez de 20 degrés en été. Hein. Dès que vous couvrez, vous baissez de 20 degrés en été. Hein, on n'est pas en train de jouer avec des queues de cerises. Et ça va être la dernière, je pense. Voilà. Et celle-là, tu y tenais, celle-là. Donc, j'aurais pas pu... J'adore cette photo-là. J'adore cette photo-là. Pierre aussi. Et en fait, elle représente un petit peu ce qu'on a dans la salle aujourd'hui et ce qu'il faut qu'on arrive à faire de manière beaucoup plus large. C'est que je ne vais pas vous dire qui ils sont, mais sur cette photo-là, vous avez des agriculteurs, vous avez un ou deux éleveurs, vous avez un apiculteur, vous avez un représentant de la LPO, vous avez un représentant de l'OFB, vous avez des chasseurs, vous avez une entomologiste, mince, j'aurais pas dû le dire, hein, et vous avez une spécialiste des petits mammifères, des chauves-souris et tout ça. Et donc, en fait, quand vous les mettez tous dans un champ comme ça, tout le monde est content. Non, mais et en fait, les oppositions que vous auriez dans une salle comme ça, elles sont terminées. Le gars de la LPO, il a entendu l'alouette Lulu et il a vu un chardonneret. Ça y a fait sa journée. Mais mes chasseurs, ils ont vu des faisans. Et on va repasser là. Moi, l'agriculteur, j'étais en train de voir mon futur maïs. L'éleveur, il était en train de se dire « Waouh, quand je vais lâcher mes angus là-dedans, ça va donner et je vais faire de la bonne viande. Hein » L'entomologiste, elle a vu des cirfs. Génial. Donc, vous voyez que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et quand on parle de régénération, il y a les sols, il y a la qualité, mais il y a aussi, et pour moi c'est fondamental, et c'est pour ça que je suis content d'être là aussi, c'est régénérer les relations qu'on peut avoir entre tous les acteurs des filières, des agriculteurs jusqu'aux consommateurs. Merci de m'avoir donné les 5 minutes supplémentaires. Magnifique. Magnifique. Un tout petit commentaire pour dire que c'est génial. Moi, j'ai toujours pensé que si tu voulais changer, il fallait des innovations techniques, mais surtout des innovations organisationnelles. Et mettre dans le champ l'entomologiste, le gars de la FE, ça, c'est de l'innovation organisationnelle parce qu'on a des enjeux communs et qu'on va les défendre ensemble. Merci et bravo. And now, ladies and gentlemen, Dan Kittredge. Vous avez compris? You'll translate? Yeah, of course. Okay, he's not doing it. C'est moi qui traduis. Try.
Thank you all for the opportunity to be here. I'm extremely honored. I have great respect for the work of Blue Blancoeur over the past number of decades. Il a fait le tour du monde, il trouve Bleu Blancoeur, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, il n'a pas. Sorry. It was a bit. I translated. I made 3 times the tour of the world, and Bleu Blancoeur is the most beautiful thing. But it was not a translator. No, you should do. It's okay. Non, il a dit qu'il était content d'être là. Hein? I'm an organic farmer. I grew up on an organic farm, smallholding in the U.S. Il a grandi dans une ferme biologique aux États-Unis. My parents were active leaders in the organic movement, helped write some of the first organic standards in the U.S. Some 40 years ago. Ses parents étaient très actifs dans le mouvement biologique et ont développé des standards autour de la bio aux États-Unis. And I came to all this work when I realized that I was not able to make a living farming and there was more to it than just organic. Can you speak a little slower? I came to all this work when I realized that I couldn't make a living because my plants were not healthy and there was more to it than just organic. Ah, j'ai essayé de traduire parce que c'est. En fait, il a fait une prise de conscience quand il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas vivre de ce métier-là de cette façon-là parce que les sols étaient fatigués. The soils were not completely healthy. Et il s'est orienté à ce moment-là vers ce qu'il va nous présenter maintenant. Okay. I learned about this thing called BRICS some 20 years ago and the fact that nutrient variation existed in food. And that for me was very exciting and I heard no one talking about it. Il a découvert il y a 20 ans le côté biologique. C'était très intéressant, très excitant pour lui de se projeter dans ce milieu-là. Can you repeat the last sentence? I had heard no one talking about variation in nutrient levels in food. Il n'entendait personne parler de la variation de la densité nutritionnelle dans l'alimentation liée finalement au mode de production. So after learning from the wisdom of many perspectives how to work with nature and optimize the health of my farm and economic viability, I started teaching other farmers. Et donc, après avoir étudié finalement les différentes perspectives du sujet de comment produire nutritionnellement dense, il a commencé à éduquer d'autres producteurs de son côté. Pardon, oui, il faut que je parle plus près du micro, on me dit. Donc, il a commencé à être lui-même un porteur de la parole. As I worked with other farmers to help them understand how to work more well with nature, starting in one part in the U.S. and spreading across the U.S. and into other countries, we understood working with nature seemed to be more economically viable, better for the soil, better nutritional quality for humans. Dans ce chemin, en travaillant avec ces autres agriculteurs, en fait, d'abord dans une partie des US, puis au niveau fédéral US et puis dans le monde, il s'est aperçu que travailler la nature, ça pouvait être économiquement viable et puis économiquement intéressant. And we thought it would be good if people who buy food could choose based on the nutritional quality of their food, not on marketing and certification labels. Et donc à ce moment-là, ils ont pensé que ça serait bien que les gens puissent choisir leur nourriture parce qu'elle était meilleure, non pas sur le marketing, mais parce qu'il y avait vraiment cette densité nutritionnelle qui était là et cet intérêt nutritionnel. We had an idea that someone could hold in their hand a meter that you could actually test nutrients in the store with and literally choose the best carrot off the shelf or the best potato or the best beef. Et donc ils avaient cette idée que si en mesurant et prouvant qu'il y avait cet intérêt nutritionnel, finalement le consommateur final pourrait choisir dans le rayon que cette tomate, que ce morceau de viande de bœuf était plus intéressant basé sur la mesure. So we started research in 2017 to see if you could build a handheld flash of light nutrient meter, if nutrient variation was significant, and if it was caused by soil health. All three things we thought were true. Donc en 2017, ils ont commencé à faire de la recherche. What was the tools? If you could build a handheld flash of light nutrient L'idée meter. était de construire un outil de mesure de la densité nutritionnelle. But which one technology was?
La spectrometer. Par la spectrométrie. If nutrient variation was dramatic in food, Et si en fait la spectrométrie pouvait démontrer la variation nutritionnelle des produits finaux. and if it was caused by soil health. Et si c'était lié finalement à l'aspect solaire, le santé des sols, oui, pardon. We started having people send in crops from across the United States, from the shelf, from the grocery store, from the farm, from the garden, to test nutrient levels in food. Et donc ils se sont mis à travers les États-Unis à aller dans les rayons, en ferme, au niveau de la production, mais aussi de la commercialisation, à aller tester des produits. Then we asked farmers to send in the soil the crop grew in and answered many questions about what the management practices and causal factors were. Et ensuite, ils se sont mis à échanger avec les producteurs, les agriculteurs sur les pratiques qui étaient derrière ces résultats pour essayer de comprendre les facteurs d'influence. In the fourth year of our research, in 2020, we set up a lab in partnership with Valorex and Blue Bancourt to collect samples from Europe as well as North America. Et donc en 2020, ils ont fait un partenariat avec Blue Bancourt et Valorex pour finalement envoyer des échantillons européens pour élargir la base de données et avoir une autre perspective continentale. This slide shows in every green spot one farm who was sending in samples of crop with the soil and the management data. Et donc chaque point vert que vous pouvez voir sur la carte, c'est une ferme qui a envoyé un échantillon de sol pour analyse dans l'idée de faire ce lien finalement avec la qualité. On the bottom left, you see the nutrients we were looking at in the food. Sur le tableau de gauche en bas, vous pouvez voir les éléments, les nutriments qui ont été regardés dans les produits finaux qui étaient issus de finalement ces productions pour faire ce lien. In the middle, you see the nutrients and aspects of the soil we were measuring. Au milieu, vous pouvez voir les nutriments qui étaient regardés dans les échantillons de terre. And on the right, you see the number of crops we assessed that year in total. Et à droite, les productions qui ont été évaluées, les nombres de produits qui ont été évalués pendant cette période et la diversité. In total, we collected more than 10,000 crop samples and 8,000 soil samples over multiple years in multiple continents. Et donc, ils ont collecté plus de 4,000, you say? 10,000 crop samples. 10 000 échantillons de terre qui représentaient plus de 8 000 hectares. And 8,000 soil samples. Et 8,000 Soil samples. Et 8 000 échantillons, de sol. I want to show you some of the results we found. These are just for carrots, but we have results like this for 20 other crops. Donc là, c'est pour vous partager des résultats sur la carotte, mais ils ont plus de 20 typologies de produits où ils ont les mêmes typologies de résultats. The carrot with the lowest level of sulfur had 8.41 milligrams of sulfur per 100 grams, and the highest had 33.19. Donc, à gauche, vous avez le point bas à 8,41 au niveau du soufre, et puis ça va jusqu'à 33 à droite sur le schéma de droite, pardon. That means Dans une carotte. the one on the right had 4 times as much sulfur as the one on the left. Donc, ça veut dire que celui de droite a 4 fois plus de niveau de soufre que l'échantillon de gauche. The variation, the red, orange, yellow, light green, dark green, shows you 0, 20, 40, 60, 80, and 100 from top to bottom. Et donc les variations de couleur montrent les variations de strates au travers de tous les échantillons qu'ils ont faits. Donc il a listé 8, 13, 18, 23, 28, mais ça montre des vraies variations par 100 grammes de produits finis de carottes. You can see that there are many more samples below the 50th percentile than above the 50th percentile. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'échantillons qui sont en dessous de 18 mg par 100 grammes qu'au-dessus. On the right, you see phosphorus, 11.7 to 93.69. À droite, sur le schéma de droite, on voit le phosphore dans la carotte. Donc on passe de 11 à 93. That's an 8 to 1 variation. C'est une variation multipliée par 8.
The peak of the curve is in the 27th percentile. Le pic, 28, you say? Sorry. The peak of the curve is in the 27th percentile. Le pic de la courbe, c'est à 27 mg par 100 g de produit. Maybe 10% of the samples are above the 60th percentile. Il y a moins de 10% qui sont au-dessus de 60 mg par 100 g. When I went to university, a final grade below 60 was a failure. Quand il était à l'université, un niveau de phosphore inférieur à 60, c'était un échec de la qualité de la carotte. If we farmers are measured on the nutrient levels in our food, we can say that most of us are failures. Donc, si les agriculteurs sont mesurés sur la qualité de leurs produits, on peut dire que la plupart des agriculteurs, finalement, ont échoué dans ce cadre-là de cultivateurs de carottes. Antioxidants, 4.92 to 195. Les antioxydants, on passe de 4,92, 5 à 195. That's a 40 to 1 variation. Une variation de multiplié par 40. You'd have to eat 40 of the one on the left to have as many antioxidants as if you ate one Ça veut dire of the one on the right. que vous devez manger 40 fois celle de gauche pour avoir l'équivalent de celle de droite. Polyphenols, 2.34 to 49.75. Les polyphénols qu'on évoquait, 2,34 jusqu'à quasiment 50. That's a 20x variation, Une variation multipliée par 20. with the peak of the curve in the 7th percentile. Et le pic à 7 mg par 100 g. Regardless of what crop we looked at, every nutrient, every crop, roots, leaves, fruits, and grains, they all look the same. Et donc, ils ont regardé l'ensemble des productions qu'ils montraient tout à l'heure dans le tableau. Le raisin, ils ont montré les carottes, ils ont montré les radis, etc. Et toutes les productions avaient la même caractéristique de diversité et d'écart. On the left, we have genetics. Some people say nutrient variation comes from genetics. I don't see any pattern connecting genetics and nutrient levels À in gauche, these carrots. on voit une représentation génétique, parce qu'on entend souvent que la génétique, finalement, est le facteur de différenciation nutritionnelle finale, mais il n'en voit aucun quand on regarde les profils génétiques qui expliqueraient finalement ces différences sur le produit fini. On the right, we see soil type and climate zone. This is just the U.S., northeast, east, north, central, southeast, etc. We see no connection between nutrient levels in food and the soil type or the climate zone those crops are grown in. À droite, on voit par grandes zones américaines, nord, sud, est, ouest, le côté climatique et les grandes zones les grandes typologies pédoclimatiques. On voit aucun facteur finalement de lien entre cette représentation-là et les résultats qu'il montrait avant. On the left, we have source of crop, farm, store, garden, farmer's market. À gauche, sur ce graphique-là, c'est l'origine finalement de l'achat. Est-ce que ça a été acheté directement à la ferme, dans un magasin? Est-ce que ça a été cultivé dans votre propre jardin ou un marché traditionnel? It doesn't seem to matter where you buy your food. Most of it's not that good. Et peu importe finalement où vous achetez votre nourriture, elle n'est pas bonne. On the right, certified organic, cover crops, no-till, till, organic. Reference a none is grocery store, not organic. Donc à droite, c'est les typologies finalement de culture. On parle de certifié organique le premier, les cultures qui ont été juste en TCS qu'on parlait tout à l'heure, celles qui n'ont pas de labour, celles qui sont organiques sur le principe, etc. What did you say as conclusion? I didn't yet. No. Okay. Below that is regenerative, the fad of the decade. Et can you repeat? Below that is regenerative, the fad of the decade. Donc si on focus sur l'agriculture régénérative, yeah. We don't seem to see any connection between
certification label, or individual practice and nutrient levels. On voit pas de lien en fait entre le mode de culture, la certification qui peut être apposée à ce mode de culture et finalement la densité nutritionnelle dans le produit qui en est issu. In fact, the only thing that seemed to connect to causing nutrient level variation in food is the level of life in the soil. Et donc au final, le seul élément de corrélation finalement, c'est la vie dans le sol qui est liée à cette qualité nutritionnelle sur le produit fini. The greater the vitality of life in the soil, the greater the nutrients in the food. The lower the vitality of life in the soil, the lower the levels of nutrients in the food. Plus vous avez une vitalité, une vie importante dans le sol, plus vous aurez une densité nutritionnelle et un intérêt, une variabilité de nutriments. Moins vous aurez une vitalité dans le sol, moins vous en aurez. We also were able to verify that we could create a handheld, consumer-priced flash of light instrument that you could get a reading off of a nutritional reading off of a food in real time with. Et donc, ils ont créé un lecteur portable basé sur la spectrométrie et sur la lecture infrarouge, finalement, que vous pouvez emmener sur site pour finalement, en live, regarder la qualité nutritionnelle. If you put a carrot here and you press the button on your smartphone, it'll flash light and spit out a reading on the smartphone telling you the level of antioxidants in the carrot. Et donc, on met l'échantillon de produit dans le lecteur et directement, which kind of result you get? Antioxidants. Et directement, on obtient le niveau d'antioxydants dans le produit en question, dans l'échantillon en question. If you put zucchini on here and flash the lights, you'll get readings for polyphenols. Zucchini. Les courgettes, merci. The courgette. Yeah, courgettes, you know. So, si vous mettez des courgettes, vous aurez le niveau de polyphénol. We don't know what overall quality is in food, but we do know that with a handheld instrument, you can flash a light and read nutrients out of the food. Et en fait, finalement, on sait que grâce à ce type de technologie, on peut lire le contenu du produit fini et être capable de le lier à ce que l'on sait des pratiques. This was the conclusion of our original work in 2021. After that, we began to work on the real question, which is, what is quality in food? Et donc tu m'as perturbé. Sorry, he disturbed me. Can you repeat? This was the conclusion of our preliminary work Donc, in 2021. C'est la conclusion du travail préliminaire en 2021. And can you repeat the conclusion? I understand the conclusion, sorry. At that point, we began to work on what we thought is the real question. How do you define nutritional quality in food? Et donc, la conclusion était en fait finalement comment vous définissez la vraie qualité nutritionnelle du produit de toutes ces cultures et de toutes ces productions végétales. The slide is not very clear. Désolé pour la slide qui est pas très... We worked with farmers in 4 continents to send in triplicate samples of steak that we assessed over 100 nutrients in each steak with. Et donc, par exemple, sur la viande, ils analysent plus de 100 composants de l'échantillon. We looked at the hundreds of species of microbes in their manure in multiple kingdoms. Which one? Sorry. Hundreds of species of microbes. Ok, plus de 100 espèces de microbes. From multiple kingdoms. From multiple kingdoms. Kingdoms, like bacteria, fungi. De plusieurs catégories. Des règnes, oui, pardon, excusez-moi, de règnes. We had the farmers send in the food the animals ate, and we tested that. Et donc, les éleveurs envoient les échantillons de leur viande et ils les testent derrière. We had them send in the soil that the animals' food grew in and tested that. Ils analysent les échantillons qui ont permis de donner les aliments de ces productions et ils les analysent. We asked a long list of questions about how the animals were raised. Ils questionnent sur un large spectre de questions comment les animaux ont été élevés. And we did human health trials, feeding humans this beef to see what happened to them, then that beef,
than fake meat. Et il termine par des essais cliniques en donnant ces produits-là à des consommateurs et regarder ce qui se passe. At the end of it all, we've identified 8 biomarkers, specific nutrients at levels and ratios. We can say this equals a steak that's 10 out of 100 or 40 or 80. Et donc à la fin, ils ont identifié 8 marqueurs d'intérêt qui permettaient what they allow to do. We can actually specifically say this steak is 10 out of 100 or 40 out of 100 or 80 out of Et à 100. travers ces marqueurs, en fait, ils peuvent déterminer si le profil de ces aliments et de ce steak, il précisait sur ce steak, est-ce qu'il a 10% de ces marqueurs jusqu'à 40% de ces marqueurs. The idea is that now we can build instruments that consumers can use to test the relative nutrient levels of food at point of purchase. Et donc, ça permet de donner au consommateur finalement un outil qui peut vraiment tester la qualité en live, en direct de son alimentation et voir qu'est-ce qu'elle contient. With this model, we now are proposing to do this work for 20 more crops for the planet in the next 3 Et years. donc, dans les 3 prochaines années, ils vont étendre à 20 nouvelles productions végétales le projet et d'avoir l'outil qui fonctionne sur 20 nouvelles productions. Sarah and I, who works with the BFA, have been on 6 continents in the last 2 months, sharing this plan with people and listening to their suggestions to make sure it is well designed. Et donc, il a voyagé au cours des 3 derniers mois sur les 6 continents pour partager ce qu'il faisait, comment il le faisait et finalement prendre le pouls aussi de la diversité des contextes de ces pays-là et de s'assurer que finalement il faisait les choses dans la bonne direction. I am very honored to be able to share this document with people here and welcome their engagement. And if you like what we're doing, we ask you to sign it. Et donc, ils ont défini ce qu'il appelle le traité définissant la nutrition, la densité nutritionnelle. Et si vous partagez finalement ce qui est écrit dans ce document, et ça sera un honneur pour lui que vous le signiez et que vous en discutiez avec lui. This is a project that will require tens of millions of dollars to accomplish. C'est un projet qui va nécessiter 10 millions de dollars pour le réaliser. We think in 5 years, if we are successful, your phone will have a spectrometer in it, and anyone can go to any point of purchase, flash a light, and see what is better and what is worse for their family in real time. Donc l'objectif, le rêve, c'est que dans 5 ans, dans vos smartphones, vous puissiez avoir l'outil qu'il a développé et puis regarder en direct lorsque vous faites vos courses, avec vos enfants, vos familles, directement avoir finalement le résultat de est-ce que c'est un bon produit, est-ce qu'il est nutritionnellement dense, celui que j'achète, au-delà du marketing finalement. I see the work of Blue Blancoeur as a foundation in this process globally and hope to help bring it forward in this manner. Et donc, il voit l'approche Bleu Blancoeur comme un fondement de ce chemin et qu'il espère permettre de passer un nouveau chapitre, un nouveau Merci. résultat. On a un tout petit peu dépassé le temps de parole, mais je vais quand même vous poser une dernière question à chacun de vous, Lucas, Frédéric et Dan. La dernière question, c'est sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Pour moi, c'était une très très belle journée, j'espère pour vous aussi. On a beaucoup parlé de l'importance de la mesure. Pourquoi est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on mesure? Pourquoi on le mesure? Des différentes pratiques qui permettent d'atteindre ces mesures. Je crois que ces 3 interventions étaient très complémentaires. On sait mesurer, on sait que la densité nutritionnelle est liée à la vie du sol et on sait comment on peut améliorer la vie du sol. Alors, toute dernière question, c'est un peu sur vos espoirs et la façon dont vous voyez l'avenir. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies, les nouveaux savoirs, etc., est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir engager une transition qui ira vraiment du sol au sang pour répondre à des grands enjeux de société sur la prévention des maladies, sur les parties environnementales et sur le revenu et l'engagement des agriculteurs autour de ça
en rupture avec ce qui s'est passé avant? La question était courte. Faites-moi des réponses pas trop longues. Non, c'est une bonne question et je pense que oui, surtout avec les nouvelles technologies, maintenant on peut mesurer beaucoup plus de composants dans toute la nourriture qu'on a. Mais je pense que le plus gros challenge qu'on a maintenant, c'est vraiment la communication avec le public aussi. C'est parce que nous, on sait qu'on peut mesurer tous ces composants, mais la plupart des gens qui vont au magasin ne savent pas vraiment à quoi ça sert, ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Donc je pense que ça passera aussi par l'éducation et passer par peut-être faire un meilleur job pour communiquer tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Mais je pense que oui, juste sur la technologie, je pense que ça, c'est un gros pas en avant. Mais autre chose, et c'est bien que Dan soit là, parce qu'on peut mesurer de plus en plus de composants. Donc on a démontré encore et encore que certains modes de production marchent mieux que d'autres. Mais peut-être se focaliser sur quelques aspects qui sont peut-être qui suffisent à montrer qu'un certain mode de production a été suivi. Peut-être que ça fait un peu plus de sens. Ouais. Alors, moi, je suis très content d'être ici parce que, comme vous, j'ai toujours été axé sur une politique de résultats plutôt qu'une politique de moyens. Et donc là, je m'y retrouve tout à fait. Alors, j'ai vu un énorme progrès qui a été fait sur quelque chose qui nous concerne en agriculture de conservation, c'est les couverts végétaux, avec l'arrivée de la méthode MERCI, qui se traduit en anglais par Google Thank You Method, qui est la méthode d'évaluation des restitutions des couverts, des cultures intermédiaires, qui a été fait par la Chambre d'agriculture d'Aquitaine et qui permet de mesurer ce qu'il y a comme biomasse, enfin d'évaluer ce qu'il y a comme biomasse dans les couverts et d'évaluer quel est le retour que l'agriculteur il peut en retirer pour ses cultures suivantes, donc l'économie d'engrais. Et ça a permis vraiment un développement parce que maintenant on a des mesures. Donc oui. Tu as dit sur les couverts, on a j'ai trouvé ça attention à ce petit. Pas pour éviter le lessivage. Oui, on est passé des ciments, des cultures intermédiaires pièges à nitrate, à vraiment un outil pour développer et nourrir le sol et donc recycler la fertilité, etc. Et donc cette notion de mesure est en train de vraiment apporter, de pousser. Alors, ma foi, plus on pourra aller loin sur cette qualité alimentaire, oui, je vais m'y retrouver. Et je te rejoins un petit peu, Lucas, en disant qu'il ne faut pas peut-être vous, scientifiques, allez très loin, mais il ne faut pas qu'on complexifie les choses, parce que là, la méthode MERCI, par exemple, c'est une évaluation par rapport à une base de données. On n'a pas la précision, mais on s'en fout de la précision. Et ce qu'il faut, c'est la tendance. Et si on attend d'être trop précis, on n'arrivera pas à donner la tendance. Et je crois que le grand public, il a besoin d'une information fiable, mais même sommaire, à partir du moment où elle donne le sens, ce sera un énorme bénéfice. Juste avant de donner la parole à Dan, une phrase que j'ai entendue cette semaine, que j'ai trouvée très intéressante, c'est que les claims trop nutritionnels détruisent la promesse holistique. Il faut qu'on garde la promesse holistique parce que c'est compliqué la vie et il ne faut pas résumer ça à une toute petite analyse ou un tout petit claim. Merci Nathalie. I respond? Yeah. I'm going to show you something else. Il veut vous montrer autre chose, du coup. One other project we are working on is branding a refractometer. Is branding a refractometer? C'est marqueter Brix et what? Refractometer. Réfractomètre. C'est le nom du produit. Réfractomètre. With a garlic press. Avec un presse ail. Merci. And an app. And an app. Et une app connectée derrière. So people who go shopping can bring home their shopping, get Brix readings, and upload onto the web what the relative level of nutrients are in the shops right now.
Et donc, ça permet que vous pouvez désormais aller dans un magasin, acheter vos produits et directement uploader les résultats dans une base de données, une app en ligne où vous partagerez et la qualité des produits que vous venez d'acheter. Après l'usage du test, évidemment. The reality is nutrient variation exists in the food supply. La réalité, c'est que la variabilité nutritionnelle existe, de la densité nutritionnelle existe dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. It connects to flavor, aroma, nutrient level, shelf life, soil health, farm viability. Et ça connecte à plein de choses. La saveur, les Flavor. arômes, keep going, Flavor, aroma, human health, la santé humaine, shelf life, la durée de vie du produit, soil health, la santé du sol, farm viability. la viabilité économique de la ferme finalement. Helping people who buy food understand that variation exists and helping them choose is the biggest shift we need to accomplish. Aider finalement les consommateurs à bien choisir ce qu'ils achètent, c'est le grand enjeu derrière tout ce que l'on peut parler, et le grand objectif, plutôt que le grand enjeu, le grand objectif de ce qu'on doit réussir à faire. The foundational effort in our work to define nutrient density is to formally prove in science the connection between soil health, ecosystem function, plant health, animal welfare, and human health. Notre rôle, finalement, dans toute cette chaîne, c'est de prouver scientifiquement cette connexion entre la santé du sol, la santé animale, la qualité nutritionnelle du produit et finalement la santé humaine, et de le prouver scientifiquement. We have all the pieces of the story in the literature, but we don't have them all connected. On a plein de parties et de pièces du puzzle dans différentes directions qu'on a pu évoquer nous-mêmes. Maintenant, il faut les mettre ensemble. I think that was the answer to Pierre's Et question. c'était la réponse à ta question, Pierre. Ouais. Merci.